Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 47e épisode de ce podcast où je vais vous parler d'eau liquide extraterrestre, de loupes gravitationnelles, de drôles de bestioles cosmiques et d'une BD au pays des physiciens. Commençons par l'événement de la semaine avec le retour de l'expédition 42 sur Terre, tôt le 12 mars. L'américain Barry Wilmore, le russe Alexander Samokutyaev et la première femme russe dans l'ISS, Elena Serova, ont quitté la station spatiale à bord de leur Soyouz. La rentrée dans l'atmosphère s'est bien déroulée, le parachute s'est déployé sans problème. Ils ont atterri comme prévu dans les plaines du Kazakhstan et ils ont été extraits de la capsule un par un. Pendant ce temps-là, l'équipage 43 est toujours là-haut et ils seront rejoints par l'américain Scott Kelly et les deux russes Mikhail Koryenko et Gennady Padalka qui décolleront de Baïkonour le 28 mars prochain. Et ce sera un jour important parce que les deux Russes ne vont pas faire une mission de 6 mois, comme c'est le cas pour le moment pour tous les équipages dans l'ISS, mais de 1 an. Alors le but, comme l'a précisé la NASA, c'est de collecter des données biomédicales pour préparer les missions habitées de longue durée dans l'espace. Alors c'est pas dit comme ça, mais l'objectif ultime est évidemment de préparer Mars, hein. On n'y est pas encore, mais ça se prépare, la preuve. Restons du côté de l'ISS avec la rubrique culture et cette fois-ci je vais vous parler de street art. Le 12 mars, quelques heures seulement après le retour sur Terre de l'expédition 42, l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti, toujours là-haut, a installé la première œuvre d'art de l'ISS et c'est celle d'un Français qui s'appelle Invader. Alors je suis sûre que vous avez déjà vu ses œuvres, soit dans la rue ou en photo. Il fait des petites mosaïques, vous savez, qui représentent un petit extraterrestre pixelisé inspiré du jeu vidéo Space Invaders. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Une de ces mosaïques était dans le dernier ATV, la capsule européenne de fret, qui a décollé le 29 juillet dernier. Elle mesure 15 cm sur 10, je crois que c'est la dimension d'une carte postale ou d'une photo classique. Elle représente, cette mosaïque, un petit alien rouge avec des yeux blancs, tout ça sur fond noir, posé sur une ligne gris métal, avec un bout de la Terre dans le coin en haut à gauche. Et ça y est, elle est donc collée au module européen Columbus de l'ISS, et je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait de l'art là-haut, et d'autant plus que, évidemment, ce soit un peu geek, et que ça vienne d'un artiste français. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est passé complètement inaperçu en France encore, c'est agaçant. Bref, en tout cas, je vous mets le lien vers l'interview d'Invader dans Télérama sur mon blog florenceporcel.com et sous la vidéo. Je vous conseille de la lire, elle est vraiment super intéressante et il raconte comment tout ça a pu être possible. La date de la semaine, c'est évidemment le 20 mars prochain, puisque ce jour-là, il y aura une éclipse de soleil au-dessus de l'Europe. Elle sera partielle en France, de 80% à Lille à 63% à Nice, par exemple. Et à ce propos, si vous voulez savoir comment se passe une éclipse ou aller la regarder et vous procurer des lunettes, je vous conseille d'acheter le dernier numéro de Ciel et Espace, qui consacre évidemment un dossier complet sur cet événement et qui fournit une paire de lunettes. Et surtout, surtout, ne regardez jamais le soleil sans protection. Ça peut vous poser des problèmes très graves qui peuvent aller jusqu'à la cécité, ce serait quand même vraiment dommage de devenir aveugle. Donc si vous voulez l'observer en toute sécurité, n'oubliez pas les lunettes, ne réutilisez pas celles de l'éclipse de 99 si vous les avez gardées, ne faites pas vos propres lunettes chez vous et n'utilisez pas non plus de lunettes de soleil. Et si vous ne savez pas où trouver des lunettes spéciales éclipse, sachez qu'il y en a en pharmacie vendues à 2 ou 3 euros. Il y en a donc dans le dernier numéro de Ciel et Espace et dans des points de vente spécialisés. Voilà, donc le maximum de l'éclipse, ça dépendra de l'endroit où vous trouvez. À Paris, ce sera à 10h29 en matinée, heure française. Ça ne dure que quelques minutes, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre une pause au bureau et à sortir la voir. Je vous souhaite une bonne observation, en tout cas. Quittons la Terre, l'ISS et la Lune, allons un peu plus loin, voir du côté du tweet de la semaine, et c'est le Gorafi qui l'emporte, avec ce tweet qui m'a fait glousser pendant un quart d'heure. La sonde Philae refuse de se mettre au travail et demande à être appelée désormais Son Altesse Reine de Tchouri et des Immensités. Bon, comme toujours, ils sont très drôles. Et ils se réfèrent évidemment à l'actualité, puisqu'on essaye à nouveau de communiquer avec Philae depuis jeudi, le 12 mars, et décidément, il s'en est passé des choses ce jour-là, et sans succès. Donc pour le moment, la fenêtre est ouverte jusqu'au 20 mars, et après, s'il n'y a pas de signal, on réessayera en avril, où on aura sans doute plus de chance, parce que la comète se rapproche de plus en plus du Soleil, ce qui fait que les panneaux solaires de l'atterrisseur vont pouvoir avoir de plus en plus d'énergie pour nous réveiller tout ça. À suivre donc. Et ailleurs dans le système solaire, il se passe
quoi. Alors la semaine dernière, les infos, c'était un peu une spéciale planète naine, mais là on est plutôt dans la team océan extraterrestre. Alors du côté de Mars, d'abord, des scientifiques de la NASA ont observé l'atmosphère de Mars pendant 6 années terrestres, soit 3 années martiennes environ, avec des télescopes à infrarouge depuis la Terre, et ils en ont conclu que Mars avait abrité un océan qui recouvrait la moitié de son hémisphère nord sur une profondeur qui pouvait dépasser les 1600 mètres. Cela dit, 87% de cet océan a disparu dans l'espace. Il reste un peu de cette eau sous forme de glace au pôle Nord, et peut-être qu'il y en a encore dans les profondeurs, mais ça on sait pas trop. En tout cas, un des chercheurs dit que Mars a très probablement été humide plus longtemps qu'estimé jusqu'alors, ce qui suggère qu'elle aurait été habitable plus longtemps aussi. Avec le méthane découvert récemment par Curiosity, ça fait pas mal d'indices sur une vie possible là-bas, qu'elle soit présente ou passée. Toujours dans les océans extraterrestres, donc, la NASA, encore elle, vient de confirmer la présence d'un océan d'eau liquide salée sur Ganymède, une des lunes de Jupiter, ou plutôt en dessous, parce qu'il est situé sous sa croûte de glace de 150 km d'épaisseur. Alors cet océan a une profondeur de 100 km, ce qui est considérable, quand on pense que le point le plus profond de la Terre, c'est la fosse des Mariannes. Et hop, j'en profite pour faire un bisou à ma petite sœur, voilà. Et la fosse des Mariannes, c'est une altitude de moins 10 971 mètres exactement. J'imagine même pas la pression de malade qu'il doit y avoir au fond de l'eau sur Ganymède, quoi. Voilà. En tout cas, les chercheurs pensent que cette eau a pu communiquer avec la surface il y a très longtemps. Ça ajoute un astre de plus à la liste des potentiellement habités. Non, il n'y a pas de S à potentiellement, Florence, c'est un adverbe. Donc, ça ajoute un astre de plus à la liste des potentiellement habités dans le système solaire extérieur, je vais y arriver, avec notamment Europe, sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Sortons du système solaire maintenant avec l'image de la semaine qui est une première puisqu'il s'agit d'une croix d'Einstein avec une supernova. Alors c'est une photo de galaxie avec 4 points lumineux tout autour qui forment une sorte de croix et ces 4 points lumineux sont l'image d'une seule et même supernova située derrière cette galaxie. C'est un phénomène tellement rare que les astrophysiciens en cherchaient depuis 20 ans. Ouais, faut être patient dans le métier. C'est Hubble qui l'a trouvée et elle valide encore une fois la théorie de la relativité générale qui prédisait que des objets très massifs comme des galaxies ou des amas de galaxies pouvaient agir comme une loupe sur les rayons lumineux, d'où l'appellation de lentille gravitationnelle. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, imaginez une toile de trampoline. Installez-y une boule de bowling au milieu, du genre bien lourde, du coup elle déforme complètement la toile sous son poids. Vous voyez le tableau. Bon, la boule de bowling, c'est la galaxie de la photo. Maintenant, imaginez que vous êtes à un bout du trampoline et que vous avez un pote à l'autre bout, avec évidemment la boule de bowling entre vous deux. Votre pote est accroupi et tient ses mains refermées sur quelque chose sur le bord de la toile. Ça, ses mains, c'est la supernova qui se trouve donc derrière la galaxie. Et le principe d'une supernova, c'est quand même une étoile qui explose, donc il va ouvrir ses mains brutalement et envoyer les billes qu'il y avait à l'intérieur et qui symbolisent les photons, les particules de lumière, violemment devant lui. Et les billes, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont suivre la courbure de la toile du trampoline, notamment autour de la boule de bowling. Il y en a qui vont passer à gauche et d'autres à droite. Ce qui veut dire que vous allez voir la lumière de la supernova passer de part et d'autre, vous donnant l'impression qu'il y en a plusieurs, alors qu'il n'y en a qu'une. Et c'est exactement ce qu'on voit sur l'image de la croix d'Einstein, avec les 4 images de la supernova autour de la galaxie. Alors évidemment, comme toutes les analogies, c'est pas exactement satisfaisant, puisqu'on voit la toile du trampoline comme un objet à 2 dimensions, alors que l'univers possède 3 dimensions d'espace, et que vous pouvez voir votre pote derrière la boule de bowling, alors qu'en vrai, on ne peut pas voir la supernova derrière la galaxie, on ne peut en voir que la lumière qui nous en parvient, donc après qu'elle a emprunté un chemin courbe dû à la masse de la galaxie sur son chemin entre elle et la Terre. Et cette image représente encore plus qu'une énième validation de la théorie de la relativité générale, puisque les loupes gravitationnelles aident les astrophysiciens à calculer la masse de matière noire présente dans une galaxie. Ils ont pu déterminer que les mirages de la supernova ne nous étaient pas parvenus au même moment, alors que ces images proviennent d'une unique étoile qui a explosé en un instant unique. Ça veut dire que les rayons lumineux qui ont contourné la galaxie ont parcouru plus ou moins de distance avant de nous arriver. Pourquoi ? En fait, ça veut dire qu'il y a des endroits avec plus ou moins de matière noire dont la masse oblige les rayons lumineux à la contourner plus ou moins. En fait, plus il y a de matière noire à un endroit,
plus la toile de l'espace-temps sera déformée, plus la lumière devra faire un détour et plus elle mettra de temps à nous arriver. Et apparemment, les astrophysiciens ont déjà une petite idée de la répartition de la matière noire à cet endroit-là de l'univers, puisqu'une autre image de la supernova devrait nous arriver dans quelques années. En tout cas, c'est la prédiction permise par le modèle actuel, et ils vont la guetter pour savoir s'il est bon ou s'il faut le revoir ou l'affiner. Tout ça est assez fascinant quand même, hein. Enfin, surtout quand on pense que la supernova en question se situe à 9,3 milliards d'années-lumière de nous. Et la galaxie entre nous deux a environ 5 milliards d'années-lumière. Ouais, c'est des trucs, tu sais, enfin, je sais pas, ouais. Non, on peut même pas savoir, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai lu cette info l'autre jour, titrée US 708, l'étoile qui file à travers la Voie lactée, et à un moment, on tombe sur cette phrase géniale. Cette étoile se déplace assez vite pour sortir de notre galaxie dans quelques 25 millions d'années. Ouais, assez vite, 25 millions d'années, tout ça. Ouais, vous voyez, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, parce que quand on commence à toucher à ce genre de sujet, c'est tellement inimaginable que ça en devient vertigineux, fascinant et super excitant. Et puis surtout, c'est des trucs qu'on peut tellement pas concevoir que c'est limite orgasmique, enfin intellectuellement parlant évidemment, de s'imaginer qu'on comprend quand même des choses, que des gens manipulent ces concepts tous les jours, qu'on en a des images, mieux, qu'on vit dedans et qu'on en fait partie, et surtout qu'on sait calculer, remonter dans le temps, calculer la trajectoire de cette étoile, prédire quand on aura une autre image de la supernova, savoir combien de matière noire il y a à 5 milliards d'années-lumière d'ici. Je me lasserai jamais, enfin du moins je l'espère, de lire des choses pareilles et de les partager avec vous. Et puisque je viens de parler d'Einstein, il y a cette citation qui illustre à la fois bien et mal ce que je viens de dire. Il a dit dans un de ses premiers livres, « Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible ». Alors ouais, en effet, on comprend beaucoup de choses du monde, mais je pense que plus on avance et plus Einstein a tort, dans le sens où on ne comprend pas quand même 95% de ce qui compose l'univers, ça fait beaucoup, et du coup ça m'amène à la personnalité de la semaine, un astrophysicien qui s'appelle Trinh Xuan Tuan, et je vous propose d'écouter sa réponse à la question que Science et Avenir lui a posée, à savoir quels sont encore les grands problèmes de l'astrophysique. Moi je dirais le plus grand problème, c'est vraiment en fait le contenu en masse et énergie de l'univers. Vous savez, les 100 milliards de galaxies, ici, chacune contenant les 100 milliards de soleils, ne constitue que 0,5% du contenu de l'univers. C'est ce qu'on appelle la masse lumineuse. Et puis on sait qu'il y a environ 4,5% de masse qui n'émet pas de la lumière visible, mais peut émettre la lumière X par exemple. Et elle est constituée de protons et de neutrons, comme la matière noire ordinaire qui nous constitue. Et donc, c'est ce qu'on appelle la matière noire ordinaire. Donc, c'est 4,5%. Et puis, on a 25% de ce qu'on appelle de matière noire exotique. C'est-à-dire, on sait que ce n'est pas la matière noire ordinaire, mais en fait, on a aucune idée en fait sur la nature de cette matière noire exotique. Les physiciens des particules cherchent encore. On pense que c'est peut-être des particules très massives nées au début du Big Bang, mais pour l'instant on n'a aucune idée. Donc 25% de matière noire exotique, donc ça fait 25%, plus 5%, ça fait 30%, là où sont passés les 70% restants. Ça c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Et l'énergie noire, donc de nouveau noire, parce qu'on n'a aucune idée sur la matière de cette énergie. On l'appelle énergie noire parce que la matière, vous voyez, attire, c'est la gravité normale. Mais cette énergie semble repousser, c'est une sorte d'antigravité et qui fait que l'expansion de l'univers, au lieu d'être décélérée par la gravité, est accélérée au contraire. Donc c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'univers. Et donc, les mesures de l'accélération de l'univers donnent environ 70% d'énergie noire, dont on ne connaît aucunement la nature non plus. Donc, vous voyez, on ne connaît aucunement la nature de 70 plus 25%. Ça fait 95% de l'univers. C'est un gros problème quand même. Malgré toutes les connaissances que nous avons acquises sur l'univers, nous ne connaissons rien de 95% de l'univers. Et les galaxies que nous voyons émettre la lumière, c'est vraiment donc, le bout de l'iceberg. C'est 0,5% de l'univers, du contenu de l'univers. Donc moi je dirais ça, c'est vraiment le grand problème. Il faut comprendre la nature de cette énergie noire, la nature de cette matière noire. Et puis donc ça
entraînera à son tour donc notre compréhension, la formation des galaxies, la formation des premières étoiles, etc. Enfin, donc la formation de toutes les structures dans l'univers qui vont mener donc à la naissance du Soleil, puis de son cortège planétaire, dont la Terre et nous-mêmes. Voilà, donc on n'est vraiment pas sorti de l'auberge et je suis pas sûre que le monde compréhensible d'Einstein soit encore tout à fait d'actualité. Sans compter la physique quantique qu'on sait utiliser, mais dont on ne comprend pas encore totalement le pourquoi du comment du fonctionnement de tout ce bazar. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai appris, en écoutant la conversation scientifique d'Étienne Klein sur France Culture, que je vous conseille chaudement, qu'on ne sait pas expliquer pourquoi l'eau est à l'état liquide à une fraction au-dessus de zéro, et qu'elle passe immédiatement à l'état solide à zéro. On comprend comment, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe d'un instant à l'autre, comme ça, sans une phase de transition où elle serait à moitié glace et à moitié liquide. Bref, et puis pourquoi zéro d'un moment... Enfin bref, on comprend pas vraiment, quoi. Et pourtant, c'est un truc plutôt quotidien. Mais non. Alors, bon, pas si compréhensible que ça, ce monde. Bref, revenons sur Trinh-Xuan Tuan. Je vous conseille de lire Le Cosmos et le Lotus, où il raconte son parcours, d'où il vient, comment et pourquoi il en est venu à devenir astrophysicien. Tout ça dans un contexte géo-socio-politique super intéressant et que je connais mal, puisqu'il est vietnamien. Il baigne dans la culture française et ensuite il est parti faire ses études puis sa carrière aux États-Unis. Et en même temps, il nous parle un peu du cosmos dans ce livre. Donc c'est un très chouette bouquin qui se lit très facilement et que je vous conseille. Il est disponible en livre de poche. Et de lui, j'ai beaucoup aimé Désir d'infini aussi. Alors je sais que je vous en avais déjà parlé, mais voilà, il fait partie des scientifiques que j'aime beaucoup lire. Et en parlant de lire, je voudrais vous signaler le bidule 2.0 de la semaine pour finir. Et c'est une BD en ligne d'une illustratrice qui a passé 4 mois au laboratoire de physique des solides et qui en a fait une bande dessinée disponible gratuitement en ligne et qui fera aussi l'objet d'une expo. Il y aura 9 épisodes, déjà 2 sont disponibles et je mettrai évidemment tous les liens pour aller voir ça sur mon blog florenceporcel.com et sous la vidéo sur YouTube. Et voilà, c'est la fin du 47e épisode de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous tenir au courant du projet Mars One, je suis désolée. Vous l'avez peut-être vu dans la presse ou lu sur les réseaux sociaux, puisque j'y ai partagé les dernières infos. Alors, mais je ne fais pas partie des 100 candidats qui ont réussi à accéder au 3e tour des sélections. Il reste un seul Français en lice, mais c'est terminé pour moi. Merci encore pour votre soutien, en tout cas, ça a été 18 mois de pure folie, vraiment, et je suis absolument ravie d'être arrivée dans les 660 shortlistés sur plus de 200 000 à travers le monde, donc aucune déception, c'était dingue, c'était juste dingue comme expérience. Je voudrais vous signaler qu'en ce moment, c'est la semaine des mathématiques jusqu'au 22 mars, avec des tas d'événements et d'activités organisés un peu partout en France. N'hésitez pas à vous renseigner autour de vous, je suis sûre qu'il y a des trucs sympas à faire, à voir ou à écouter pas loin de chez vous. Voilà pour la semaine des maths. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'atteindre la première place audio et vidéo confondus dans la catégorie sciences et médecine d'iTunes devant tout Radio France. Ça fait quand même bien plaisir, je vous avoue. Et ce podcast est également disponible sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à partager toutes les vidéos aussi pour me filer un coup de pouce. Si vous avez l'habitude de vous laver dans des piscines de billets verts comme Picsou, vous pouvez toujours en laisser quelques-uns sur mon compte Tipeee, mais évidemment sans aucune obligation. J'en profite pour remercier tous les tipeurs et vous êtes des grands malades, je vous kiffe. Merci infiniment. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitter et que je poste désormais une vidéo par jour sur ma page Facebook liée à l'actualité quand c'est possible. N'oubliez pas l'éclipse du 20 mars avec des lunettes adaptées, surtout prenez soin de vous, prenez soin aussi de notre planète. Et une fois que la Lune aura fini de vouloir rivaliser avec le Soleil, continuez donc de rester le nez en l'air à ne rien faire.